Ce que demandent la plupart des personnes âgées, c'est d'arrêter d'être cataloguées. C'est important de dire à quel point ces discriminations ont un impact sur la santé physique, psychique des personnes et sur notre cohésion sociale. Même pas mort, c'est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Dans la saison 1, on a pu constater que la vieillesse n'était pas la retraite du cœur. Avec cette nouvelle saison, l'objectif est toujours de changer de regard sur nos aînés, en arrêtant de fermer les yeux justement sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, l'agisme. Moi je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler de préjugés, de respect et du temps qui passe avec des vieux, des moins vieux et des experts. Dans cet épisode 5, on va comprendre comment l'agisme, tel un parasite, est parvenu à se frayer un chemin jusqu'aux institutions, aux services publics et aux services privés. Dans quel cas notre âge nous empêche-t-il de profiter de notre citoyenneté ? Est-ce que c'est normal de galérer à trouver un logement ou à réserver un billet de train à cause de son année de naissance ? En bref, jusqu'à quel point cette discrimination peut-elle empiéter sur notre accès aux droits ? Après avoir repéré l'agisme dans les représentations, dans la vie de tous les jours, dans le travail et dans la santé, on a voulu mettre en lumière une autre strate dans laquelle il peut aussi se loger, celle de nos droits. On va donc ici parler de l'agisme ancré dans les administrations, comme les caisses de retraite ou d'allocations familiales, dans les services publics, comme les transports, dans les services privés, comme les banques, et dans les institutions, comme les EHPAD. L'idée n'est pas d'entrer dans un débat politique, mais bien de passer en revue les droits qui peuvent se retrouver bafoués à cause de notre âge. Pour mieux cerner cet agisme particulier, on s'est tourné vers une personne extrêmement bien placée, puisqu'on a interviewé la défenseure des droits. Depuis 2020, Claire Hédon est à la tête de cette institution indépendante chargée de veiller au respect des droits et des libertés. Peu de gens savent qu'on a un tel recours en France, alors je laisse Claire Hédon présenter ses missions. Cette institution, elle a été créée pour faciliter l'accès aux droits des personnes qui ont le plus de mal à faire valoir leurs droits. Donc en fait, on a deux missions principales. La première, c'est vraiment rétablir les personnes dans leurs droits à partir des réclamations que nous recevons, quand même près de 126 000 l'année dernière. Et la deuxième mission, c'est vraiment promouvoir les droits et les libertés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on nous a pas simplement demandé dans la loi de résoudre les problèmes individuels, mais bien de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus avoir ces problèmes individuels. Donc faire un certain nombre de recommandations au Parlement, au gouvernement, faire des rapports. Les réclamations que nous recevons et que nous traitons sont dans 5 domaines de compétences, la lutte contre les discriminations, les droits des enfants. Nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité, la protection de l'orientation des lanceurs d'alerte et le dernier, qui est en fait celui sur lequel on a le plus de réclamations, le respect des droits des usagers de services publics. Et en fait, c'est 85% de nos réclamations et dont une partie des réclamations sur des personnes âgées qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits, par exemple liés à la dématérialisation, et on pourra y revenir. Puisque vous avez bien suivi cette saison 2, l'agisme ne devrait plus avoir de secret pour vous. Mais nous, on est convaincus qu'il est toujours pertinent de revenir aux bases, alors on a demandé à la défenseure des droits de définir l'agisme comme elle le perçoit. La façon dont on pourrait définir l'agisme, c'est vraiment de dire que c'est un processus de stéréotypage qui est systématique et de discrimination contre les personnes, en raison, en l'occurrence, évidemment, de leur âge. Ce qui veut dire qu'il faut, là-dessus, définir aussi ce qu'est une discrimination. Parce qu'en fait, en droit, une discrimination, c'est quelque chose d'assez précis. C'est une inégalité de traitement dans un des domaines prévus par la loi et dans un des critères prévus par la loi. Et les domaines, c'est par exemple l'emploi, l'accès aux biens et services. Et quand on dit l'accès aux biens et services, c'est par exemple l'accès au logement. Et dans un des critères prévus par la loi, la question de l'origine, de l'orientation sexuelle, du sexe, le fait d'être une femme. Et effectivement, l'âge est aussi un critère de discrimination qu'on peut observer soit parce qu'on est jeune, soit parce qu'on est âgé. Si on continue d'imaginer l'agisme comme un parasite ayant pris ses aises dans la société, pour l'éradiquer, il faut d'abord éclairer les moindres recoins dans lesquels il pourrait se cacher. On combat le mal quand on sait où il prend racine. C'est pourquoi établir un état des lieux des droits bafoués à cause des discriminations liées à l'âge s'avère indispensable. Pour obtenir un aperçu fiable, on peut compter sur les études. En 2020, l'OMS et les Nations Unies en ont réalisé une de grande ampleur en interrogeant 83 000 personnes dans 57 pays différents. Cette étude nous apprenait notamment qu'en Europe, une personne sur 3 déclare avoir été la cible de l'agisme,
et que les jeunes déclarent être davantage victimes de discrimination liée à l'âge que les autres groupes d'âge. Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, avait alerté en disant, je cite, « L'agisme nuit à tous, aux personnes âgées aussi bien qu'aux jeunes. Mais souvent, il est si répandu et si bien accepté dans nos attitudes comme dans nos politiques, nos lois et nos institutions, que nous ne réalisons pas les répercussions qu'il a sur notre dignité et sur nos droits. » Claire Hédon a elle aussi constaté les dangers de cette banalisation. Nous disons toujours que sur les questions de discrimination, nous voyons que la partie visible de l'iceberg. De façon très concrète, les chiffres que je vous donne ne sont évidemment pas révélateurs de l'ampleur des discriminations. Alors, si je prends l'année 2022, on a eu 219 réclamations pour discrimination provenant de personnes de 60 ans et plus. Ça fait 9% des réclamations en discrimination. Mais vous voyez bien, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, sur près de 126 000 réclamations, d'abord sur ces près de 126 000, entre guillemets, il n'y en a que 6 500 sur les discriminations, et dans ces 6 500, entre guillemets, il n'y en a que 219 qui sont liés à l'âge. Donc vous voyez que c'est très faible. Ce sont des signaux qui sont intéressants, qui montrent la réalité de l'existence de ce problème, mais qui ne montrent pas l'ampleur. Et du coup, ça me permet de vous dire que nous demandons depuis très longtemps un observatoire des discriminations et des études régulières qui permettent de voir quelle est l'évolution de ces discriminations, ce qu'on ne voit pas forcément dans les réclamations que nous recevons. En parallèle des réclamations qu'on a reçues, on a eu 89 personnes de 65 ans et plus qui ont appelé cette plateforme discrimination, le 3928. C'est 2% des appels. Vous voyez bien aussi que c'est faible, mais je suis assez persuadée. D'abord, on n'est pas encore assez connu du grand public. Et dans les études qu'on a pu faire, on montre aussi que les personnes de plus de 60 ans ont moins conscience de la question des discriminations que des jeunes. En fait, quand on fait l'étude en population générale sur les discriminations dans l'emploi, une personne sur 5 dit avoir été victime de discrimination. Si on prend les jeunes, c'est une personne sur 3. Donc c'est à la fois certainement une question de fréquence, mais aussi de conscience des discriminations. Et donc ces faibles chiffres sont aussi liés au fait que les personnes n'ont pas forcément conscience que c'est une discrimination, ne savent pas forcément quoi faire. Et dans les chiffres que je vous ai donnés, c'est tout critère confondu. Donc tous n'étaient pas liés aux critères de l'âge, mais ce qui est pour nous toujours intéressant à étudier, c'est que souvent, il y a une addition de critères. Vous savez, on utilise ce terme dans ces cas-là d'intersectionnalité. C'est que très souvent, il y a l'âge qui rentre en ligne de compte, il y a de fait la précarité économique, il y a peut-être le fait d'être d'origine étrangère ou d'être une femme. Et donc, le cumul des critères est aussi quelque chose à prendre en compte parce que, évidemment, que ça complique en fait, de fait l'accès aux droits. L'OMS a observé des formes d'agisme dans l'emploi, dans la santé, dans les médias, dans les bases de données, mais aussi dans les systèmes juridiques. L'OMS a aussi observé de l'agisme dans l'éducation, notamment aux États-Unis, où les personnes de 55 ans qui reprennent des études ont tendance à être mal accueillies. Le rapport pointe du doigt l'agisme fréquent des banques et de l'accès au logement. On a demandé à la défenseure des droits à quel point c'était le cas en France. On a plusieurs saisines de personnes qui n'arrivent pas à trouver un logement sur le même argument, trop âgées, peur de ne pas pouvoir mettre fin à un contrat de location et donc qui finalement n'arrivent pas à être logées. Le fait d'être à la fois trop jeune ou trop âgé quand on veut accéder au logement et au travail, c'est vraiment la même chose. Et puis alors, on a aussi été saisi de plusieurs situations d'accès au crédit et crédit à la consommation. J'ai un exemple assez précis en tête où on a dit à la personne « Ah ben non, vous êtes trop âgé pour demander un crédit sur 10 ans. » En l'occurrence, il avait 65 ans ou 66 et donc ça menait à 76 ans. Donc refus même d'étudier le dossier. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est que on a pareil considéré que c'était une discrimination liée à l'âge. On a alerté la banque sur cette question-là et à partir de là, on a réussi à ce que la banque aussi change son processus et montre bien qu'on ne pouvait pas dire non à quelqu'un de 65 ans qui demandait un crédit. Après, tout dépend, ses revenus et toutes ces questions-là, bien sûr. Mais que ça ne pouvait pas être vous êtes trop âgé, vous n'avez droit à rien. Ces situations peuvent paraître isolées. Alors pour mieux se rendre compte de l'étendue de l'agisme subi par les personnes de plus de 65 ans en France, la défenseure des droits a elle aussi établi plusieurs rapports. En 2021, ces équipes ont interrogé plus de 2500 personnes âgées de plus de 65 ans vivant à domicile. Les données recueillies rejoignent celles de l'OMS en matière de discrimination.
30% des interrogés déclarent avoir été témoins de discrimination liée à l'âge avancé au cours de leur vie. Moins de 12% des personnes ayant déclaré une discrimination liée à l'âge indiquent avoir engagé une procédure contentieuse. Claire Hédon nous extrapole ce que ce rapport a permis d'éclairer. Le premier chiffre, moi, qui me frappe, c'est que 17% déclarent avoir subi au moins une fois une discrimination liée à leur âge au cours des 5 dernières années. C'est un chiffre important, ce 17%. Et après, les discriminations se sont manifestées le plus souvent dans les transports publics, dans les relations avec les services publics et dans l'accès aux biens et services privés. Et donc là, c'est bien, par exemple, ce qu'on disait, accès au logement ou accès au crédit. Et puis, dans cette enquête, l'autre chiffre qui, moi, me paraît le plus important, c'est 14% des personnes âgées de plus de 65 ans abandonnent leur démarche administrative en cas de difficulté. Et c'est 22% des personnes âgées de plus de 85 ans. Et vous savez qu'on parle beaucoup du non-recours à un certain nombre d'aides. Et on s'étonne, entre autres chez les personnes âgées, d'un taux de non-recours élevé. Mais il est là, le taux de non-recours. Il est en fait donc pas tellement des personnes qui ne savent pas qu'elles n'ont pas des droits. Elles commencent les démarches, c'est trop compliqué, elles n'y arrivent pas, elles abandonnent. Et là, évidemment, le lien est à faire avec les questions de dématérialisation. Vous devez postuler en ligne, monsieur. J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non. Pas comme ça ? Non, pas comme ça. La dématérialisation des démarches de services publics, très honnêtement, peut être une chance pour un grand nombre de personnes. On n'a pas de doute là-dessus. Mais d'abord, chacun d'entre nous peut se retrouver en difficulté quand il y a un bug informatique, on n'arrive plus à joindre personne. Et puis, on a une partie de la population française qui a des difficultés avec le numérique. Et le chiffre est important. La dernière étude du Crédoc qui est de cette année, c'est près d'un tiers des personnes éloignées du numérique. De façon très concrète, c'est 11,5 millions de personnes qui sont en difficulté avec le numérique, sans être complètement en incapacité, mais en difficulté en tout cas. 4 millions de personnes qui n'ont pas Internet. Oui, c'est la réalité. Ça fait 16,5 millions de personnes. Ça fait 31,5% de la population française de plus de 18 ans. Oui, c'est près d'un tiers. Et là-dessus, on a un peu dit au début, c'est les personnes âgées. Donc en gros, le problème, il va se régler tout seul. Mais non! Justement, c'est pas que les personnes âgées. Un quart des jeunes disaient en difficulté avec les démarches numériques. Ils sont très habiles avec leur smartphone, mais pas pour autant pour faire des démarches numériques. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation précaire. Il y a du monde en difficulté avec ce numérique. Et en fait, le problème n'est pas d'avoir numérisé une partie des démarches administratives. Le problème, c'est que ce soit la seule porte d'entrée dans certains cas. Donc, ce que nous demandons, c'est la possibilité de dépôt papier et pas simplement numérisé. Et puis le deuxième point, c'est un accueil physique. Et ça, les personnes âgées dans cette enquête, elles s'en plaignent bien du fait que, en fait, on peut plus aller voir personne, on peut plus avoir un rendez-vous. Des points sur lesquels les personnes âgées étaient en parfaite autonomie à l'époque du papier et où elles pouvaient avoir un rendez-vous, et je pense entre autres par exemple aux impôts, se retrouvent là en difficulté parce que tout est numérisé. Donc ce que je pense qui est indispensable, c'est l'accueil physique et la possibilité de dépôt papier. Et puis, moi, je pense qu'il faut avoir conscience que chacun d'entre nous, en vieillissant, peut être aussi en difficulté. Ne pas avoir d'accès à Internet ou ne pas savoir se servir d'un ordinateur ou d'un smartphone, ça empiète forcément sur les démarches administratives, quand il faut télécharger des documents scannés ou s'actualiser en ligne, on va y revenir, mais ça peut aussi impacter la santé, quand beaucoup de rendez-vous médicaux se réservent via Doctolib. Ça peut aussi empêcher de réserver des billets de train ou d'avion, et ça peut évidemment être un frein pour communiquer avec les siens. Interviewé dans une enquête du 20h de TF1, Michel, une personne de 76 ans suivie par les Petits Frères des Pauvres, avait fait part de son désarroi face à cette dématérialisation. Taper étoile, non taper dièse. Ça m'énerve, ça m'angoisse. Et je me dis, mais c'est pas possible, je suis vraiment une andouille. Un gosse de 4 ans, il le ferait. Et moi, je suis pas capable. Le sentiment d'isolement que peuvent ressentir les plus âgés se trouve accentué par l'exclusion numérique. Certains vivent dans la peur de faire une fausse manip, d'autres dans celle de déranger leurs proches avec leurs soucis et leurs demandes. Très fréquemment, ils finissent par renoncer. Moi, ce qui me frappe en ce moment, dans les réclamations que nous recevons, c'est le nombre de personnes qui, au moment de leur passage à la retraite, ont des difficultés pour obtenir leur pension de retraite. Et nous avons des réclamants qui sont pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, sans
pension de retraite, donc ils sont à la retraite sans revenu, ou des pensions de réversion qui mettent du temps à arriver. Ça met évidemment les personnes en immense difficulté. Et donc, c'est évidemment l'âge qui rentre en ligne de compte, parce qu'au moment où vous passez à la retraite, en gros, vous avez plus de 60 ans, voilà. C'est une simple, entre guillemets, difficulté d'accès au droit, mais vous imaginez tout de suite l'impact que ça a sur les personnes qui se retrouvent sans revenus, qui sont obligées d'emprunter à des banques, aux proches. Et évidemment, c'est plutôt des personnes qui ont eu des carrières pas tout à fait linéaires, parce qu'évidemment, du coup, la reconstitution de leur carrière est plus compliquée. Une petite attention là-dessus, sur ces questions de pension de retraite, qui est encore plus aggravée aux Antilles. Je pense Martinique et Guadeloupe, où nous préconisons dans ces cas-là, au moment de la liquidation, si ça prend du temps, qu'il y ait au moins un minimum qui soit versé, une aide régulière, et après un rattrapage. Mais vous voyez, quand on a travaillé, on a droit à une retraite. Et passer 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans sans retraite, c'est quand même quelque chose qui est pour moi absolument inadmissible. En disant ça, je ne mets pas en cause les agents des services publics qui cherchent à faire au mieux, qui sont eux-mêmes souvent en difficulté avec trop de dossiers à traiter, mais on est bien dans un problème structurel qu'il faut résoudre. La fracture numérique réunit à elle seule toutes les conséquences de l'agisme. Déjà, c'est un peu comme si on disait aux personnes « adaptez-vous, nous on ne s'adaptera pas à vous ». Et cette dématérialisation à marche forcée pousse à l'isolement, crée de la précarité financière, participe à la perte de confiance en soi et finit par avoir un impact psychologique et social sur les personnes. Pour lutter contre ce fléau contemporain, il existe des solutions, comme des ateliers numériques organisés par des associations pour celles et ceux qui voudraient apprendre. On peut d'ailleurs demander un pass numérique pour payer cette formation. Il est aussi possible de faire appel à des médiateurs auprès des bibliothèques et des médiathèques, ou même d'aller à la rencontre d'un agent formé pour aider aux démarches administratives dans les 2600 guichets France Service répartis sur le territoire. Impossible de parler d'agisme institutionnel sans aborder le sujet des EHPAD. Dans ces lieux conçus pour prendre soin des plus âgés, on voit bien comment, insidieusement, les droits des personnes ne sont pas toujours garantis. En 2021, après les nombreux abus de pouvoir au cours de la crise sanitaire signalés aux défenseurs des droits, les équipes de Claire Hédon s'étaient déjà emparées du sujet avec un premier rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD. Cette étude commençait par rappeler que toute personne a droit au respect de sa dignité et de son intégrité. Ces 2 personnes qui sont pas douchées régulièrement, à qui on met des menus qui sont complètement hachés pour simplifier la vie du personnel, mais c'est pas ce qui est le souhait de la personne ni ce qui est préconisé médicalement. Voilà un certain nombre de difficultés. On a même eu des situations où des protections mises à des personnes âgées parce qu'on n'a pas le temps de les emmener aux toilettes. Enfin, vous voyez jusqu'où on peut porter atteinte à la dignité des personnes. Et nous avions fait un certain nombre de recommandations au moment de la sortie de ce rapport en 2021. 18 mois après, on a fait un rapport de suivi. Si on veut respecter les droits des personnes âgées accueillies en EHPAD, la question du taux d'encadrement est absolument vitale. En ce moment, en France, on a à peu près 6,5 personnels pour 10 résidents. Notre préconisation, et nous ne sommes pas les seuls, c'est de dire de 8 pour 10. C'est juste le minimum vital parce qu'en fait, les aides-soignantes, si elles veulent ne pas être maltraitantes, elles ont besoin de passer un peu de temps. Quand on demande à une aide-soignante de faire 20 toilettes en 2 heures, elle ne peut pas être bien traitante avec les personnes. Donc cette question du ratio est indispensable. Je rajouterai un point. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sent pointer, c'est aussi les questions de la maltraitance à domicile. C'est-à-dire, le domicile n'est pas pour moi l'alpha et l'oméga, et peut-être plus difficile, entre guillemets, aussi à surveiller en termes de maltraitance. Et je pense qu'il faut être attentif à cette question et se donner aussi les moyens d'être en capacité d'être sûr que les personnes soient bien traitées. Au sein des EHPAD, il peut arriver qu'un autre droit soit bafoué sans que cela n'émeuve beaucoup. C'est le droit de vote. L'établissement doit faciliter l'exercice des droits civiques de ses résidents, comme le stipule la Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de dépendance, mais en fait, aucune obligation légale ne l'y contraint. Les EHPAD peuvent aider à mettre en place des procurations et même organiser des déplacements vers les bureaux de vote, mais en gros, c'est pas impératif. Et résultat, c'est souvent la famille qui se retrouve missionnée. Il est facile d'imaginer comment des personnes sans entourage se retrouvent sans solution.
Enfin, je pense que cette question du droit de vote est importante parce qu'elle dit pas mal de choses sur la place dans la société des personnes âgées. Et en plus, c'est souvent des personnes âgées qui ont plutôt envie de voter, enfin, je veux dire clairement. Et donc, c'est absolument indispensable que soit organisée de façon très concrète la possibilité pour ces personnes âgées de voter. Mais vous voyez, tout ce qu'on est en train de se dire dit quelque chose de la place des personnes âgées dans notre société. Parce que si je reviens à l'exemple du ratio nécessaire d'encadrement dans les EHPAD, la question de fond, c'est évidemment la question des moyens financiers. Évidemment que si on fait ça, ça coûte entre guillemets plus cher. Je pense que le fond de la question de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est quels moyens financiers on est prêt à mettre pour respecter les droits de ces personnes. C'est important de se poser la question. Et je reviens vraiment, quelle est la place de la personne âgée dans notre société ? La question a de quoi faire réfléchir. Rappelons-nous ce que nous ont raconté Catherine, Anne-Marie, Françoise dans les épisodes précédents. Les remarques désobligeantes, l'absence de perspective d'activité possible après un certain âge, jusqu'au fait de ne plus se préoccuper de savoir si vous voulez participer à la vie démocratique de votre pays. Pour saisir le lien entre l'accès au droit et la citoyenneté, il nous semble important de redéfinir les contours du mot citoyen-citoyenne. Si cette notion implique des approches juridiques, philosophiques ou encore historiques, dans le Larousse, c'est une personne jouissant dans l'état dont elle relève des droits civils et politiques, et notamment du droit de vote. Être citoyen-citoyenne à part entière, c'est donc en partie jouir pleinement de ses droits. Quand on sait que l'agisme est une catastrophe intergénérationnelle, il est important de s'interroger aussi dans un autre sens. Quelle place laissons-nous à la jeunesse dans la société ? On en a discuté avec Marie Caillot, présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Sur le sujet des droits, elle observe un manque de considération des moins de 25 ans, notamment dans les politiques publiques. Pour le coup, il y a un chercheur qui a fait des travaux super intéressants dessus, qui s'appelle Tom Chevalier, qui montre que tant dans la perception économique que politique des jeunes, on va avoir tendance à considérer les moins de 25 ans, non pas comme des citoyens à part entière, mais plutôt comme des citoyens en devenir, en apprentissage. En France, normalement, à partir de 18 ans, on est un citoyen à part entière, on vote, on participe, mais dans la réalité des politiques publiques, il y a plein de spécificités qui font qu'on n'a pas les mêmes droits tout à fait qu'une personne qui a plus de 25 ans. Pour prendre un exemple qui est quand même assez connu, enfin représentatif, c'est celui du RSA. En France, quand on a moins de 25 ans, sauf exception, si on a un foyer, ce genre d'exception-là, on n'a pas le droit au RSA. Pourquoi il n'y a pas un droit commun qui s'applique à l'ensemble des citoyens ? Pourquoi, quand on a moins de 25 ans, on n'a pas accès aux mêmes choses que les personnes qui ont plus de 25 ans ? C'est représentatif de la manière dont on perçoit les jeunes en France, et pour le coup, un préjugé aussi, où on se dit, quand on a moins de 25 ans, on n'a pas les mêmes capacités de se réguler, de se motiver, de se mettre en action que quelqu'un de plus âgé. La deuxième chose, selon moi, qui est assez primordiale, c'est de réintégrer les jeunes au système de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à dire on va faire parler les jeunes dans des trucs de jeunes. Il y a des conseils municipaux de la jeunesse, il y a des conseils régionaux de la jeunesse, il y a eu un conseil national de la refondation jeune. Mais en fait, c'est pas forcément ça la solution. La solution, c'est aussi mettre des jeunes là où ils sont pas encore représentés. Au-delà de ses conséquences terribles au niveau individuel, l'agisme entrave les liens entre les générations et la population entière en paye les pots cassés. Comment avancer ensemble et faire société si on se sent lésé, inconsidéré, voire maltraité ? Claire Hédon nous parle de la nécessité de créer une cohésion sociale. On est tous convaincus que c'est par la cohésion sociale qu'on vivra mieux, qu'on sera dans une société plus apaisée. Cette cohésion sociale, elle implique de lutter contre toutes les formes de discrimination, dont celles liées à l'âge, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, à celles liées à l'orientation sexuelle, à celles liées à l'origine, à celles liées à l'état de santé, à la question du handicap. C'est comme ça que nous vivrons mieux dans notre société. Donc je pense que ce point de cohésion sociale est un élément indispensable et complètement lié à la lutte contre les discriminations. Et très honnêtement, on n'en fait pas assez dans ce domaine.
Quand on n'arrive pas à ce que la personne soit reconnue comme victime et rétablie dans ses droits, de fait, on laisse l'impression à cette personne qu'elle est exclue de la société. Et après, on s'étonne d'ailleurs aussi qu'elle s'exclue, mais de fait, on l'a exclue. Il faut une amélioration dans plusieurs domaines. Vous voyez bien, dans tout ce que j'ai pu dire, il y a des questions de discrimination, il y a des questions d'accès aux services publics. Je pense que c'est pas une seule chose qui permettra de résoudre ce problème de l'agisme, mais bien un ensemble de décisions. Le point dans tout ça, c'est l'attention qu'on peut apporter aux personnes les plus vulnérables. Nous, c'est quelque chose qui traverse l'institution. Ce que nous observons, c'est que c'est souvent la vulnérabilité qui crée la possibilité d'atteinte aux droits. Et je pense entre autres aux personnes âgées, je pense aux personnes en situation de handicap, aux personnes précaires. Nous-mêmes, nous avons dans l'institution une attention particulière pour ces publics qui ont plus de mal à faire valoir leurs droits. Nous cherchons à faciliter la saisine de l'institution avec justement un site internet plus clair, avec des présences de nos délégués territoriaux au plus près des personnes les plus en difficulté qui font des permanences justement dans des associations. Nous cherchons aussi à clarifier notre langage. Je pense que notre grand souci est vraiment d'être le plus accessible possible. Il faut travailler sur ces questions-là à plusieurs niveaux. Entre guillemets, il n'y a pas une recette miracle. Les organismes porteurs de nos lois et de nos libertés ont un devoir d'exemplarité. Tous les hommes, avec un grand H, naissent libres et égaux, et ce, jusqu'à la fin de leur existence. C'est une nécessité que ce pilier reste vrai toute la vie, peu importe notre âge ou notre position de vulnérabilité. La défense de la citoyenneté, jusqu'à son dernier souffle, devrait être considérée comme un projet de société. À ce propos, la défenseure des droits a une dernière chose à nous dire. Comment réussir à faire prendre conscience que cette question, elle est essentielle pour chacun d'entre nous? Parce que moi, je me sens beaucoup plus rassurée si je me dis qu'on respecte les droits fondamentaux des personnes âgées que pas. Parce que dans le meilleur des cas, on deviendra un jour une personne âgée. Au cours de cette saison, les paroles d'Anne-Marie, de Catherine, de Françoise, de Jean et de tous les experts nous ont montré jusqu'où pouvait se terrer l'agisme. Quels mots, MAUX, il pouvait engendrer. Créer un échange entre les générations peut être une bonne base pour nourrir la tolérance et l'ouverture d'esprit. Parce que l'on ait 17 ou 97 ans, nous sommes avant tout des individus, avec des fragilités, des forces, des préférences, des capacités. Considérer tous les moins de 20 ans et tous les plus de 65 ans comme un groupe similaire n'a aucun sens. Pour espérer voir Aya chanter avec Sheila et Squeezie podcaster avec Drucker, il faut parvenir à désamorcer les préjugés. En famille, au travail, au café du coin ou grâce à des activités associatives, sortons de nos idées reçues, rencontrons-nous pour de vrai. Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit, réalisé et monté cet épisode. Orphée Loro en a fait le mixage et Audio Tactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite!